Alors, bienvenue à notre émission Autrement la vie. Alors aujourd'hui, Autrement la vie, nous avons la joie d'accueillir une personne qui fait des conférences ici dans la région pour l'instant, à Saint-Ubalde, qui nous vient de France et des Antilles françaises. Elle est spécialisée dans la nutrition, spécialisée aussi dans les médecines naturelles et surtout, elle s'est spécialisée dans l'étude du cerveau primitif. Alors, je vous présente Anne-Marie Primard. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors, Anne-Marie, le cerveau primitif. On va commencer peut-être par définir ce que c'est le cerveau primitif. Oui, c'est un cerveau qui, à l'heure actuelle, est bien mal loti, hein, puisqu'on s'occupe surtout du cerveau pensant, qu'on appelle le néocortex, mais on n'a jamais dépensé pour le cerveau primitif qui nous permet, en fait, de faire toutes les activités qu'on fait sans jamais avoir d'ordre à donner. Hein, et puis aussi tout le fonctionnement des organes, sans qu'on ait là aussi des ordres à donner à nos organes pour qu'ils fonctionnent. Mais est-ce que ça fait peut-être, les gens connaissent ça, cerveau primitif ou cerveau animal, ils ont peut-être déjà entendu parler de ça, mais est-ce que ça fait pas justement un petit peu peur, là? Oui, c'est ça, c'est que dans nos sociétés, depuis qu'on a mis en avant la pensée comme étant ce qui nous différencie de l'animal, on ne s'est plus occupé que de ça. Mais du coup, on ne s'est pas occupé du mécanisme de vie qui est en action en permanence à l'intérieur de nous et qui est régi par ce cerveau-là. Et c'est le cerveau qu'on partage avec les animaux, c'est pour ça qu'on peut l'appeler cerveau animal. Alors, je sais que tu as un petit croquis avec toi, peut-être, ce serait peut-être une bonne idée de nous montrer ça en image. Voilà, donc voilà ce cerveau, là c'est un croquis bien simplifié, hein. Donc ici vous avez jusqu'à cette forme-là qu'on appelle le corps calleux, tout ça c'est le cerveau primitif. C'est-à-dire que c'est un cerveau qui régit, qui donne les ordres via la moelle épinière, qui se prolonge dans tout le corps par un système de nerfs, hein, qui alimente toutes les cellules. Eh bien, ce cerveau-là se prolonge dans le corps et il donne les ordres de fonctionnement aux organes, sans que nous, on ait à s'occuper de ça. Hein, quand on digère, eh bien, on n'est pas en train de dire à nos organes de digérer. Ça, c'est à l'intérieur qu'il faut digérer. Si on avait la pensée qui était occupée par cette digestion-là, on ne pourrait plus rien penser d'autre, quoi. On serait seulement occupé par ça. Donc il y a un relais à l'intérieur de nous qui fait tout ce qu'il faut pour nous maintenir en vie. Et ensuite, ça c'est un cerveau, hein, qui est développé dans la petite enfance jusqu'à l'âge de 3 ans. Même si ce cortex, ça c'est la partie du cortex cérébral, ce qu'on appelle la substance grise, qui est un cerveau qui est fait pour accumuler les acquis, enfin pour enregistrer les acquis, ce que les enfants vont apprendre à faire progressivement dans leur vie, hein. Mais là, pour ce cerveau, il n'y a pas besoin d'apprendre. Il sait déjà. Ça, c'est l'intelligence de la nature, hein. C'est l'intelligence primordiale et qu'on partage donc, comme je vous le dis, avec les animaux, avec les reptiles, puisqu'il y a le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui est équipé que pour la survie, mais c'est-à-dire le petit reptile qui naît de l'œuf, il va chercher sa nourriture, mais il n'a pas besoin de sentiments, de développer des sentiments. Ensuite, il y a le cerveau des mammifères, et le cerveau des mammifères, c'est le cerveau limbique, hein, c'est le cerveau émotionnel, parce que là, il a fallu développer des sentiments, puisque le petit mammifère, il a besoin du lait de sa mère pour se nourrir. Donc, il va avoir besoin de la reconnaissance de sa mère. Donc là, c'est les premières ébauches des sentiments, des émotions. Mais ce cerveau-là fait également partie du cerveau primitif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces deux cerveaux, le reptilien et ce qu'on appelle le cerveau mammalien, donc le cerveau des mammifères, on le nomme sous le nom de cerveau primitif, cerveau animal aussi, hein. Quand tu parlais tout à l'heure de l'intelligence, c'est le mot qui me venait, l'intelligence naturelle de la vie. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'instinct? Oui, bien sûr, c'est ce qui est inné, c'est ce qui va sans arrêt travailler en nous pour que la vie soit maintenue en nous, hein, pour que la vie s'opère en nous. Et l'instinct, c'est vraiment ce qui est de plus primitif, c'est l'instinct de survie.
hein, c'est-à-dire mettre ce qu'il faut en place pour que ce principe de vie, ce mécanisme de vie continue à agir en nous, même si on est préoccupé par des tas d'autres choses avec cet autre cerveau, hein, qui va se développer, commence à se développer à l'âge de 3 ans, puisque c'est à cet âge-là qu'on commence à avoir des acquis, et puis qui va vraiment être beaucoup plus développé à l'âge de raison, qu'on appelle l'âge de raison, à 7 ans, quand le dernier point d'ossification ici des fontanelles sera ossifié. À ce moment-là, on va appeler ça l'âge de raison. Non, c'est-à-dire que l'enfant, il va commencer à être intéressé à apprendre. Donc c'est à cet âge-là qu'il commence à lire, à écrire vraiment, et puis à rentrer dans le monde adulte. Justement, tu nous parles de la fontanelle. Est-ce que tu peux un peu nous préciser c'est quoi le rôle de cette fontanelle-là? Vous savez que la boîte crânienne, elle est composée d'os qui ne sont pas. La boîte crânienne, elle n'est pas d'un seul tenant, hein. Il y a des os qui sont comme ça, emboîtés les uns dans les autres, hein. Alors, il y a les os qui sont pariétaux, et puis il y a les os, l'os frontal et l'os occipital. Et ce croisement ici, donc, entre tous ces os, eh bien, il y a un espace jusqu'à l'âge de 7 ans où cet espace va être complètement ossifié. Et à ce moment-là, l'enfant, il rentre dans le monde adulte dans la mesure où il est plus sensibilisé à la magie. Il y est encore, mais plus intellectuellement. Vous savez qu'on a l'habitude de voir les enfants qui vont sourire aux fleurs, qui vont sourire aux arbres, etc. Parce que en fait, ils sont reliés à une dimension de la vie que l'adulte a oubliée. C'est-à-dire qu'ils vont voir des formes, ils vont voir c'est ce qu'on dans la littérature magique on a appelé les dévas, les elfes, etc. C'est des formes qui plaisent à l'enfant, mais qui ne sont plus visibles à l'âge adulte et que les enfants voient jusqu'à l'âge de 7 ans. Et donc, quand la fontanelle se referme, à ce moment-là, il n'y a plus ce passage de cette dimension-là qui est relié, mais ça serait aller loin, en fait, si vous voulez, parce que c'est lié à la glande pénéale, hein. Ça doit être difficile pour un enfant parce que, je veux dire, par moment, ben, il te raconte, il aurait le goût ou il raconte des choses il voit, lui, pour de vrai. Puis les adultes lui démolissent complètement son monde imaginaire. Ça doit être très difficile à vivre, ça, parce que ça doit provoquer un renfermement sur lui-même. Mais c'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans la vie des enfants, dans nos vies, c'est ce qui s'est passé dans nos vies par rapport à l'éducation qu'on a reçue. C'est-à-dire que le monde des adultes n'entend pas ce qui se vit dans le monde des enfants et impose à l'enfant sa manière de voir les choses. Donc l'enfant, il enregistre qu'il n'a pas de valeur en réalité et que ses besoins, pour survivre, eh bien, il ne faut pas que ses besoins soient entendus et il va enregistrer petit à petit l'idée que finalement, il faut plus rêver. Hein, et c'est comme ça que on va créer un monde de plus en plus matériel et de moins en moins merveilleux. Hein, et qu'on va petit à petit, et plus on s'est enfermé dans l'idée que on n'a pas de valeur, puisque l'adulte, il n'écoute pas et il nous traite même souvent de menteurs, hein, quand on commence à dire ces choses-là. Donc l'enfant est obligé de s'aligner sur le monde de l'adulte parce qu'il sait que pour survivre, il faudra qu'il fasse ce que l'adulte veut. Et c'est ça, c'est tout le drame de la petite enfance qui est devenu notre drame d'adulte ensuite, et toutes les difficultés psychologiques qu'on peut rencontrer au niveau des comportements, etc. En fait, à un moment donné, ben, l'état de questionnement intérieur de l'adulte vers une nouvelle conscience, c'est vraiment faire le chemin inverse. Oui, c'est essayer de trouver qu'est-ce qui, dans notre enfance, a refermé finalement les vannes de ce qui pouvait nous amener à vivre une vie qui était belle et qui correspondait à ce qu'on était.
Euh, mais ça va se faire petit à petit, c'est en train de se faire avec, comme vous dites, les questionnements des adultes, parce que maintenant on a fait un petit peu le tour du monde matériel en croyant que c'est la matière qui allait nous rendre heureux. En découvrant que c'était pas vraiment ce qui nous rendait heureux, on essaye de chercher des solutions ailleurs et de comprendre pourquoi on est mal à l'aise, pourquoi on se sent coupable, pourquoi on est sans arrêt à pas être exactement comme on voudrait être, à être en colère, à être jaloux, etc. Enfin bon, donc on essaye de retrouver la source de tout ça et on va toujours la retrouver dans la petite enfance, bien sûr. On va trouver cette source-là. Hein. Quand on fait ce chemin-là, quels sont les outils, parce que je suppose que bon, on fait le chemin vers soi, mais quels sont les outils privilégiés pour accéder, je vais dire, à cette guérison-là? Bon, il y en a beaucoup, hein, bien sûr. Il y a déjà tout ce qu'on peut faire au niveau psychologique, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Bon, là, il faut faire le tri dans tout ce qui est présenté, bien sûr, parce que beaucoup de thérapeutes ou de gens qui font ces séminaires n'ont pas forcément les compétences. Hein. Bon, mais ça, c'est à chacun de sentir si la personne qu'on a en face, elle est vraie, elle est compétente. Bon, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on va retrouver de vrai autour de nous, c'est-à-dire le retour à la nature, par exemple. Hein. Il est évident que si on vit sans arrêt coupé des choses essentielles, des choses vraies, des arbres, des couchers de soleil, des lacs, etc., si on vit coupé de ça et qu'on reste branché sur un monde réduit de la ville avec la télévision qui nous présente des choses qui sont la manière de voir d'autres gens, mais qui ne sont pas nous. C'est pour ça que la télévision a un tel succès d'ailleurs, parce que comme dans la petite enfance, on a enregistré l'idée que pour survivre, il faut qu'on fasse ce que les autres veulent, parce que sinon on est abandonné, on n'aura pas la nourriture qui nous convient, eh bien la télévision arrive dans nos vies d'une manière extraordinaire, puisque là, c'est des gens qui pensent à notre place. Hein, les émissions qui sont présentées. Donc, quand je pense aux films, je pense pas bien sûr les documentaires ou ce que vous faites, mais les films où on présente un monde qui vient de l'imaginaire de quelqu'un et ensuite, ça perturbe énormément, quoi. Sans compter aussi que tout le monde de l'information, qui est souvent pour moi de la désinformation, c'est aussi quelque chose qui ancre de la peur, justement, la culpabilité, etc. Et on tourne dans le même cercle. Oui, bien sûr, c'est sans arrêt alimenter la peur. Il est évident qu'il y a une logique à chaque système. Hein. On est dans un système qui est basé sur l'argent, sur l'économie, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'argent, puisque on croit que pour vivre, il faut de l'argent. Bon, donc même si c'est nécessaire un petit peu, mais c'est pas l'argent ne doit pas remplacer la vie. Hein. Alors c'est devenu ça maintenant. À partir du moment où on est dans la logique d'un système qui veut faire de l'argent, forcément, il faut maintenir des gens qui vont consommer pour faire de l'argent, pour qu'il y ait de l'argent qui circule. Et quelqu'un qui est en grande plénitude, d'ailleurs chacun peut l'avoir expérimenté dans sa vie, hein, lorsque les gens sont sereins, sont tranquilles, ils vont être heureux en regardant des fleurs dans le jardin ou regarder la neige qui tombe. Mais si quelqu'un n'est pas serein, il va se précipiter au magasin pour acheter quelque chose. Donc il faut absolument, dans la logique d'un système comme ça, que les gens ne soient pas sereins. Il faut qu'ils aient peur. Parce que l'action d'acheter, de consommer, est une compensation à cette peur. Donc voilà, c'est à chacun de voir, de découvrir ses peurs, de sentir là où il va justement se sentir coupable. Vous parliez de la culpabilité. Dans un monde matériel, on le voit sans arrêt. Les parents, par exemple, qui n'ont pas suffisamment de disponibilité pour le passer avec leurs enfants, eh bien, ils vont compenser en achetant des choses parce qu'ils se sentent coupables quelque part. Donc, la culpabilité sert de moteur à la consommation. À la place d'offrir du temps, ils vont offrir des cadeaux, de l'argent. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, ça, c'est... Et vous voyez que
En fait, tout est maintenu, on ne remet pas ça en cause parce que dans la petite enfance et dans notre cerveau primitif, justement, ce qui a été référencé, c'est le comportement de l'adulte par rapport à l'enfant. C'est-à-dire la dévalorisation des valeurs qui sont merveilleuses de l'enfant, parce que l'enfant, lui, il est essentiellement branché sur la vie. Quand vous regardez des enfants jouer, on n'en voit plus beaucoup, puisque maintenant on les met devant des écrans continuellement, alors que l'enfant, il se développe par le jeu. Entre parenthèses, on est en train de prévoir des émissions de télévision pour les bébés. J'ai vu qu'en France, il y a un moratoire qui s'élève, les pédopsychiatres s'élèvent contre ça parce que ça va être terrible. C'est-à-dire que comme on sait que le bébé, il s'identifie à ce qu'il voit, en fait, c'est la télévision qui va devenir sa mère, quoi. Et du coup, les mères, elles seront libérées de l'enfant encore un peu plus. Donc, il faut vraiment être concerné par ça, parce que quand on voit comment tout ce qui est fait avant l'âge de 3 ans s'imprime comme étant l'absolue vérité dans le cerveau de l'enfant, ça va être une véritable catastrophe humanitaire. C'est une écologie humanitaire qui est là, c'est la vraie catastrophe, quoi. En fait, c'est de la programmation. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va faire des petits automates, des petits robots, et là, ils n'auront plus du tout la possibilité de penser après, ils seront automatisés, ça c'est sûr. Donc, à la place de créer un laboratoire, ben, on prend ce qui est là et on en fait des robots. Voilà, c'est ça. Comme ça, ils ont malgré tout ce qu'ils ont tenté, c'est un peu difficile de créer dans les laboratoires. Alors, et la télévision, maintenant, comme on connaît parfaitement avec toutes les recherches qui sont faites en neurosciences, parce que c'est ça le danger, c'est en même temps merveilleux, parce que ceux qui subventionnent le plus les études en neurosciences, c'est toujours ceux qui font du marketing, parce qu'ils veulent savoir comment fonctionne le cerveau des humains pour pouvoir mieux les prendre en otage, hein, pour pouvoir leur faire un lavage de cerveau. Alors, bon, les gens comme moi, on bénéficie de ces recherches pour pouvoir les redonner aux gens en expliquant tout ça pour que justement les gens ne deviennent pas ces otages. Mais bon, ça touche une petite quantité de gens par rapport à l'impact énorme des publicités, bien sûr, hein. Et là, comme ils connaissent de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau, eh bien, ils savent très bien que en touchant le cerveau primitif de l'enfant, puisqu'il n'a pas encore de cortex cérébral qui peut juger, qui peut censurer et qui peut réfléchir et raisonner par rapport à ce qu'il voit. Donc l'enfant, il absorbe absolument tout comme une éponge et comme étant ce qu'on appelle la logique formelle, c'est-à-dire ça devient sa logique à lui, hein. Et après, il va fonctionner avec cette logique et il restera adulte avec cette logique. Comme nous, on reste adulte avec une logique de dévalorisation ou de culpabilité ou de peur ou de jalousie ou de colère parce qu'on a été formaté comme ça dans la petite enfance. Est-ce qu'on peut déformater tout ça? Parce que tantôt, tu parlais beaucoup du senti. Mais comment est-ce qu'on accède au senti quand on s'est complètement fermé à ça? Oui, alors quand on est replié, c'est-à-dire on ne sait plus qui on est parce qu'on absorbe ce que les autres ont voulu faire de nous, ben, pour retourner à tout ça, pour retourner à soi, eh bien, il n'y a pas d'autre solution, effectivement, que d'écouter ce qu'on ressent profondément. C'est comme ça que les émotions vont être un indicateur somatique, c'est-à-dire un indicateur, comme si on le ressent les émotions dans le corps, on l'appelle ça un indicateur somatique parce qu'on écoute ce qui se passe dans le corps au niveau désordre, au niveau contraction, au niveau maladie, et ça va nous indiquer ce qui est en désordre dans le cerveau, hein. Et ben pour essayer de régler tout ça, il nous reste la nature, les endroits, bon, comme au Québec, il y a encore des vastes endroits qui ne sont pas encore complètement pollués, où on peut voir les rythmes de la nature, on peut se coller à ça, et donc ça fait partie des recherches que je fais avec les peuples premiers, où on va installer des lieux racines, où les gens pourront retourner dans ces endroits pour réapprendre à vivre avec les choses vraies, avec les vraies odeurs, avec les vrais goûts,
hein, pas tout ce qu'on met pour tout enlever, avec le vrai toucher des choses et avec les sensations du corps, mais qui nous appartiennent, mais pas celles qui nous ont été euh, imposées en fait, et que on véhicule avec notre inconscient sans en avoir conscience. Quand tu parles de ces lieux racines, est-ce que c'est un peu partout dans le monde? Alors, bien sûr, enfin, il y en a d'autres qui peuvent en faire, hein. Nous, ceux qu'on essaye d'implanter, c'est 5, dans 5 endroits du monde pour que ben, il y ait des odeurs différentes. Donc, il y en aura un au Québec qui va être dans une nation première, puisque je travaille avec une nation atikamekw qui ont euh, la conscience qu'ils peuvent aider le monde à aller mieux parce qu'ils ont gardé ces traditions. Donc, ça sera dans un lieu à Manawan qui va être construit avec des tentes, dans des habitats très légers pour que justement les gens reprennent le goût de sentir leur corps et d'être proche de la nature. Parce que si on est dans des maisons surchauffées, on ne sent plus finalement ce qui se passe dehors. On est obligé d'ouvrir la télévision pour savoir quelle est la température au lieu d'aller dehors, hein, bon. Et donc c'est retrouver tout ça. Il y en a un qui est en train de se construire aux Antilles, en Dominique, dans une île qui est entre la Martinique et la Guadeloupe et qui est restée d'une pureté absolument extraordinaire parce qu'elle est très pauvre. Donc les gens ont encore le goût de la joie et le goût de la vie. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre pour être vivant, hein, bien entendu, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est dégager en fait de tout l'arsenal matériel qui nous étouffe un peu. Et puis, il y en a un en France, dans les Cévennes. Et puis, l'année prochaine, on va en chercher un aux îles Marquises et un en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc il y en aura 5. Bon, moi, je vais m'occuper de ces 5-là. Maintenant, il faut qu'il y en ait d'autres qui se construisent, mais bon, ça va être de plus en plus une demande des gens de retourner à des choses essentielles et vraies. Pourquoi 5? Ben, il y a les 5 sens, il y a l'étoile à 5 branches. En tout cas, moi, il y a des tas de choses qui défilent devant mes yeux. Pourquoi 5? Parce que oui, exactement. C'est le 5, eh ben, c'est le chiffre de l'homme, hein. C'est que le 4, c'est l'enfermement. Et avec le 5, eh ben, on sort de cet enfermement. Et effectivement, il y a les 5 sens. Mais c'est parce que c'est 5 continents qui présentent 5 éléments très particuliers et qui peuvent donc réactiver en l'être humain ben, tout ce qu'il a un petit peu étouffé, mais qui est là toujours, hein, mais qu'il faut réactiver. Et ça, c'est toujours dans un objectif de santé du cerveau, parce que on a prévu l'OMS, donc l'Office mondial de la santé, a prévu que dans 10 années, il y aurait plus de maladies mentales que de maladies cardiovasculaires. Or, les maladies cardiovasculaires sont pour l'instant le numéro 1 de la mortalité. Donc, ben, on a commencé, disons, à mettre en place des forums sur la santé du cerveau un petit peu de partout pour que les gens ils sachent qu'il n'y a rien qui est irrémédiable et qu'on peut, avec toutes les connaissances actuelles, mais naturelles, faire de la prévention pour garder un cerveau au top, quoi, avec tout son potentiel, hein. Mais là, pour conclure, là, est-ce qu'on pourrait quand même donner un conseil à nos téléspectateurs, peut-être une action à poser au quotidien déjà pour aller vers cette santé du cerveau-là? Bon, c'est des choses très simples, hein, puisque la vie est très simple. C'est qu'il faut déjà, au moins une fois par jour, faire le silence. C'est-à-dire se mettre dans un endroit où il n'y a pas de radio, pas de télévision, pas de téléphone, pas de gens, pas d'ordinateur, pas de gens qui parlent. Parce que c'est seulement quand il y a un silence extérieur qu'on peut entendre ce qu'il y a à l'intérieur. Commencer déjà à sentir ces choses-là. Et puis, rester en contact avec la nature au moins une fois par jour. Par une marche, pas dans la ville, mais trouver un petit parc, trouver un arbre, un ami arbre quelque part. Des choses très simples, ce qu'on faisait autrefois et ce que les peuples premiers ont gardé, ce contact avec les choses vraies, essentielles. Écouter les enfants aussi, c'est fondamental. Anne-Marie, je te remercie énormément. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un voyage intérieur.
Bon, je pense que mon cerveau s'est bien régénéré dans cette entrevue. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que tu viens dans notre région à peu près une fois par année et que tu proposes des ateliers, que tu proposes des conférences. Alors, on va se tenir à l'écoute de ce que tu proposes. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Et puis, ben, je vous souhaite, au Québec, hein, il y a tellement de grands espaces, profitez-en et surtout ne vous enfermez pas. Merci.